Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 50 astuces pour coder en Python de manière plus professionnelle. Donc les astuces ne seront pas dans l'ordre et on va commencer sans plus tarder. Donc première astuce, il faut éviter d'utiliser des strings à la place où vous pouvez utiliser la classe enum. Donc pourquoi on utilise d'éviter des strings En fait parce que les strings, par exemple, on peut l'orthographier mail comme ceci, mais on peut aussi le mettre comme ceci, ou alors mettre un espace ici, et en fait on ne verra pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on choisit de définir donc une classe qui va hériter d'enum, de la propriété enum, et ici je vais définir mon objet male et mon objet female. Mais je peux également rajouter d'autres choses, donc par exemple unknown, et je vais dire que c'est égal à unknown, par exemple. Et donc en fait, l'avantage de faire comme ceci, c'est que maintenant, lorsque vous voulez définir donc par exemple le mail, je vais juste dire gender. Et ici mail en fait. Et donc de cette manière, ça me permet en fait de tester que c'est bien un mail en faisant mail.value est bien égal à gender.mail.value. Et donc on a bien que c'est vrai. Donc seconde astuce, list comprehension. Donc généralement lorsqu'on crée une liste, donc imaginons que j'ai envie de créer ma liste des nombres entiers de 1 à 20. Donc soit je fais une boucle for de 1 à 20 et que je check si c'est un multiple de 2, alors j'ajoute le nombre. Ou alors je le fais en une seule ligne. Donc x for x in range, donc je vais dire tous les nombres de 1 à 20, si x est un multiple de 2, donc s'il est pair, eh bien je l'ajoute ici. Et en fait, cela est beaucoup mieux et beaucoup plus compréhensible en fait. En fait, cette forme, donc on appelle ça la liste comprehension, et ça vient directement des mathématiques en fait. Troisième astuce, inline operator. Donc là, l'idée, c'est en fait de conserver de la place avec le if-else. Donc vous connaissez tous le if-else, donc if x est égal à 1, on lui donne cette value, sinon cette value. Et bien là en fait on peut juste le mettre en une seule ligne en disant que si x est égal à 1, alors value regarde 15, sinon il prend la valeur 10. Donc quatrième astuce, if, else et l'if-else. Imaginons qu'on est dans le cas, donc x ici c'est un nombre aléatoire entre 0 et 10. Oups. Donc là, il est de la valeur 8, par exemple. Donc je vais mettre différentes conditions. Donc si je dis que s'il est inférieur à 5, il est égal à 15, et sinon, s'il est inférieur à 7, il est égal à 10, etc. Donc ça, en fait, on peut le simplifier en un seul statement en utilisant le elif. Donc il va d'abord regarder si x est inférieur à 5, sinon il va regarder si x est inférieur à 7, et sinon, il va lui donner la valeur 20. Donc cinquième astuce, des fois, en fait, dans votre fonction, vous allez vouloir faire un if statement qui est assez compliqué. Donc l'astuce, en fait, c'est à la place de le garder comme ceci, par exemple, c'est de créer une fonction qui va juste retourner, en fait, ce statement. Donc ici, elle va bien renvoyer un booléen, en fait, et elle va checker si la valeur if. Et donc, dans mon code, je peux juste mettre if, donc ma complex condition, et ensuite retourner print-test comme ici en fait. Et en fait cela permet de tester tous les cas possibles, puisqu'ici par exemple je suis en train de tester si ma complex condition, donc 4 ce sera true, 15 ce sera true, alors que 9 ce sera false. Enumerate if needed, donc imaginons que j'ai une liste, et en fait donc vous savez que sur une liste on peut soit parcourir les index, soit parcourir les valeurs directement. Et en fait on peut également faire les deux à la fois. Donc pour cela, on utilise le enumerate. Donc dans l'exemple ci-dessus, je parcours les index donc de 1 à 4. Et ensuite, j'affiche à chaque fois la valeur. Donc j'accède à l'index à la position i et à l'index i. Et bien aussi, je fais les deux à la fois. Donc je fais à la fois l'index et la valeur en utilisant enumerate. Donc PEP8, très très important. Donc qu'est-ce que le PEP8 ? C'est une guideline en fait de style qui vous indique comment bien coder en Python, c'est-à-dire le nombre d'espaces. Donc si vous faites beaucoup d'espaces par exemple, là il va me dire j'ai fait trop d'espaces, etc. Et donc là vous voyez que en fait PEP8 missing space around operator. Donc là quelque chose est mauvais, et là à l'inverse PEP8 j'ai trop d'espace après l'opérateur ou avant. Donc l'idéal c'est de vraiment appliquer PEP8 et d'avoir votre code comme ceci. Donc il y a également une fonction que vous pouvez directement appeler, c'est AutoPEP8. Donc ce sera dans votre terminal que vous l'appellerez en fait, AutoPEP8 ici. Et cela vous permettra en fait directement d'appliquer les normes PEP8 à votre code. Un autre exemple qui est relaté au PEP8, donc c'est le snake case. Le snake case en fait, vous savez, c'est la convention de name des variables. Donc contrairement à d'autres langages comme par exemple Java,
ici ce sera le camel case, c'est-à-dire qu'on va mettre une majuscule au début de chaque mot et on va coller les mots. Et bien en Python, on fait le snake case, c'est-à-dire qu'on va mettre tout en minuscule et on sépare à chaque fois les mots par des underscores. La seule exception étant les noms des classes, puisque comme vous pouvez le voir du coup au tout début, j'avais bien défini une majuscule au nom de ma classe. Neuvième astuce, donc là c'est encore relatif au naming de vos variables. Évitez d'utiliser data ou information dans le naming. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est redondant. En fait tout est des data et tout est de l'information. C'est comme information about weather in Africa, à la place de mettre ça, vous mettez justement weather in Africa. Comme ça on sait directement. Numéro 10, utilisez des fixtures. Donc il faut savoir que les fixtures, donc c'est relié en fait au test. Et en fait, ça va vous permettre de définir une fonction temporaire qui va seulement exister dans votre classe de test. Donc pourquoi on fait comme ça? Parce qu'en fait, cela va définir temporairement. Et une fois que vous aurez exécuté votre test, cette fonction va disparaître. Donc vous rajoutez juste le décorateur ici, PyTestFixture. Donc ici, par exemple, je vais définir une personne pour mon test temporel, male, et ici, je définis une autre personne female. Et en fait, dans mes tests, donc par exemple le test de l'âge, j'appelle en fait ma fixture. Donc personne mail, j'ai appelé cette fonction qui va me retourner cette personne fictive et je vais pouvoir tester, bon, par exemple, que son occupation c'est bien un acteur et qu'ici female c'est bien une actrice par exemple. Numéro 11, le typing ou également noté type int. En fait, donc vous allez sûrement voir ça des fois dans le code. Donc là en fait j'ai défini juste une fonction qui prend deux paramètres a et b et qui renvoie un dictionnaire. Et bien en fait je peux tout simplement rajouter a .string et b.int. Donc ça indique que je m'attends à recevoir ici A, ce sera un string, et B, c'est un entier. Et ici, je mets la flèche de retour qui indique que je renvoie un dictionnaire. Donc c'est optionnel, mais c'est quand même bien de l'avoir, notamment si vous voulez avoir un code secure ou pour la production, et ça vous aidera fortement pour tout ce qui est debugging. Numéro 12, donc une astuce très simple. Utilisez underscore si votre variable n'est pas utilisée dans votre code. Donc on peut penser par exemple à des fonctions qui renvoient deux valeurs. Donc là par exemple j'itère en fait dans mon dictionnaire d'items. Donc il y aura les keys et les values, mais en fait je ne me sers pas de la key. Donc ce que je peux faire c'est juste noter ici un underscore indiquant que je ne m'en sers pas et juste récupérer la value comme ça. Donc ça c'est utile notamment si vous avez une fonction qui renvoie plusieurs valeurs, mais que vous avez juste besoin d'utiliser la première valeur par exemple. Utilisez numéro 13, utilisez PyTest pour tester vos fonctions, ou plutôt faire des tests unitaires à vos fonctions. Donc PyTest, généralement, en fait, on va créer un dossier test à côté, et donc, par exemple, on va vouloir écrire un test, en fait, pour tester une fonction. Donc ici, j'ai une fonction très basique, convert Fahrenheit to Celsius, et en fait, dans mon test, je m'attends à recevoir cette valeur, et en fait, je vais assert, c'est-à-dire je vais vérifier que quand j'appelle 80 Fahrenheit, eh bien il me renvoie bien 26,67 degrés. Et donc vous pouvez tester, mais normalement c'est bien cette température, la conversion. Numéro 14, utilisez la docstring correctly. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc la docstring, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le texte en vert lorsque vous écrivez votre fonction. Donc il faut savoir que normalement celle-ci est codifiée, et en fait selon la docstring que vous utilisez, donc il peut y avoir NumPy, il peut y avoir Google, il peut y avoir Python, etc. Vous allez en fait donc définir une première ligne de texte qui indique à quoi fait votre référence de votre fonction. Et en fait, vous allez définir les différents paramètres d'entrée. Donc là, par exemple, après prendre une entrée des secondes de type integer, je mets une description. Et vous allez également définir le return. Donc là, par exemple, c'est la docstring NumPy que j'ai utilisée. Mais il peut y avoir d'autres conventions. Donc généralement, ici, je fais juste 3 et hop. Donc vous voyez, ici, ça va être la convention, par exemple, Python, où les paramètres, donc je vais les écrire comme ceci. Et ici, en fait, je vais dire ce qu'elle me retourne. Numéro 15. Utilisez des counters objets quand vous voulez compter le nombre d'occurrences. Donc généralement, donc, ici, en fait, je vais avoir une liste de fruits. Donc banana, apple, kiwi, apple. Et un des problèmes qu'on a souvent, c'est qu'on veut en fait compter le nombre d'occurrences dans une liste. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple parcourir et compter le nombre d'occurrences, ou alors vous pouvez juste utiliser cette fonction en fait, donc qui s'appelle counter,
Et donc counter, ça va vous retourner un objet de type counter, qui est une sorte de dictionnaire qui indique pour chaque objet combien il y a d'occurrences. Et de cette manière, en faisant rien du tout, eh bien j'ai bien mon nombre d'occurrences qui correspond à chaque fois. De la même manière, donc set, ça va vous permettre en fait d'avoir les valeurs uniques. Donc imaginons ici j'ai une liste d'animaux, et en fait dans ces animaux, donc je peux voir que j'ai par exemple cat qui est 2 fois ou dragon qui est 2 fois. Et si j'ai envie qu'ils deviennent de supprimer les occurrences, donc tout d'abord je la transforme en set. Donc set en fait c'est une sorte d'objet particulier, donc c'est comme un ensemble mais les valeurs ne sont pas répétées. Et donc ensuite j'ai juste à transformer ce set en liste. Donc je applique la fonction list et là j'ai bien une liste avec les objets qui sont uniques. Astuce numéro 17. Utilisez isort pour réordonner vos imports, pour sortir, j'arrivais du mal à le traduire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous avez plusieurs imports, donc dans un fichier par exemple, ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Et en fait, il y a un peu des conventions généralement qui sont dans l'ordre. Donc par exemple, on va commencer par les imports propres à Python, après ce sera les imports donc non pas propres à Python mais des packages, et ensuite ce sera tout en bas, ce sera les imports de ce type-là. Donc par exemple, from quelque chose, import quelque chose. Et donc pour cela, il existe un package très simple à appliquer, donc qui s'appelle isort. En fait, vous avez juste à l'installer avec pip install isort, et isort, en fait, vous l'appliquez juste sur votre folder, et comme ça, il va vous corriger tous les types d'imports pour chaque fichier. Numéro 18. Donc vous pouvez utiliser isInstance to check si votre objet Python c'est bien du même objet. Donc ici, j'ai défini une classe d'animaux. Voilà. Et en fait, je vais définir un nouvel animal. Donc ici, ça va être Milou et qui a 15 ans. Voilà, donc je fais test. Et maintenant, ce que je veux savoir, c'est ce test, donc ce nouvel objet, il est bien de la classe animal. Et donc, pour cela, j'utilise isInstance, qui est en fait un mot-clé propre à Python, et qui me permet de tester que, par exemple, isInstance de test, c'est bien un animal, et que c'est pas, par exemple, un entier. Là, il met false, parce que test, c'est un animal, et c'est pas un entier, par exemple. Astuce numéro 19. Donc celle-là, elle est très importante. Elle va concerner en fait tout ce qui est relatif au caching. Donc qu'est-ce que le caching ou qu'est-ce que la mémorisation? En fait, c'est l'idée de garder en mémoire le dernier résultat d'une fonction et de la renvoyer directement, si les paramètres passés sont les mêmes. Donc pour cela, j'utilise le package functool et j'importe LRUcache. Donc je vais rajouter au début de ma fonction, donc qui par exemple celle-là, elle va prendre du temps, puisqu'elle va prendre 5 secondes à s'exécuter, puisque je vais mettre un time sleep 5 secondes, et en fait je vais rajouter le décorateur @LRUcache. Donc ce qui va se faire, c'est que lorsque je vais appeler ma première fois ma fonction avec le paramètre 2, forcément elle va prendre 5 secondes et elle va renvoyer 15, mais maintenant que je vais l'appeler une seconde fois, cette fois-ci, étant donné que le résultat a été précédemment caché, elle va renvoyer directement le résultat. Donc c'est très utile, notamment si vous avez des fonctions qui prennent beaucoup de temps et que vous appelez avec souvent les mêmes paramètres d'entrée. Astuce numéro 20. Donc si vous avez vu des packages Python, vous avez sûrement vu que souvent il va y avoir un fichier de ce type requirement.txt. Donc généralement en fait pour générer, c'est très simple, vous allez juste ici dans le terminal et vous faites en fait pip freeze flèche requirement.txt. Donc en fait pip freeze, ça va juste vous afficher en fait la liste des requirements avec le package. Et en fait, l'idée de faire la flèche comme ceci, ça va juste dire que c'est un flux entrant et que cela va l'écrire dans le fichier requirement.txt. Astuce numéro 21. Use of break in for loop. Donc, supposons que j'ai ma liste ici de personnages de One Piece et qu'en fait, ce que je veux, c'est la parcourir, mais dès que j'ai trouvé en fait Sanji, je m'arrête. C'est-à-dire que je ne vais pas itérer sur Nami. Et bien en fait, j'ai juste rajouté donc ma boucle for, un break, et en fait, ce break, il va tout simplement arrêter ma boucle dès que je serai atteint Sanji. Donc on peut voir par exemple ici, je vais le tester avec Luffy, et comme Luffy ce sera mon premier élément, normalement il va faire juste parcourir un seul élément et va s'arrêter directement. Voilà. Astuce numéro 22, donc utiliser git ignore. Donc généralement dans tous vos projets Python, je vous conseille d'utiliser Git. C'est un outil de versionning de code en fait. Et en fait souvent, vous pouvez écrire un fichier .git ignore, donc vous l'écrivez comme ceci,
et vous mettez ici les packages dont vous voulez en fait ne pas versionner Git. Pourquoi? Parce qu'en fait ces packages vont être très lourds ou vont être inutiles. Donc par exemple, on peut supposer que j'ai un package ici qui s'appelle avdata, que j'ai pas envie de mettre sur Git parce qu'il sera trop lourd. Donc dans ce cas-là, je mets juste comme ceci. Et en fait, lorsque je ferai git commit, ce package en fait ne sera pas suivi par Git. Astuce numéro 23, donc utiliser python.env pour les variables d'environnement. Donc les variables d'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, donc par exemple, le database password, le email. Et en fait, souvent, ça va être écrit dans un fichier .env à part. Et donc, pour y accéder, on utilise python.env. Donc c'est très utile, notamment si vous avez plusieurs environnements. Donc par exemple, un environnement pour la production, un environnement pour le développement, etc. Astuce numéro 24. Utilisez le logger pour afficher les messages et non la console. Donc généralement, si vous débuguez ou si vous commencez, vous allez mettre des prints. Mais dès que par exemple vous allez avoir un code plus gros que vous souhaiterez en fait sauvegarder ces prints, on peut utiliser le logging. Donc pour cela, rien de plus simple, vous importez logging. Et en fait, vous avez différents types de logging. Donc par exemple le warning watch out ou le logging.info. Et en fait, il faut savoir que tous les loggings vont être sauvés dans cet objet logging. Et donc, comme ça, vous pourrez les récupérer une fois que par exemple tout votre code sera exécuté. Astuce numéro 25. Donc on arrive à la moitié, c'est bientôt fini. Allez, courage. Donc, quags and args. Donc, quags and args, ce sont des mots-clés particuliers. En fait, supposons que je souhaite avoir une fonction générée de Pokémon qui prend en paramètre différents paramètres d'entrée et qui me retourne un Pokémon en fait. Sauf qu'en fait, ce Pokémon il peut varier parce que des fois, je ne vais pas lui passer le level, ni le name, ni l'élément type, etc. Donc en fait, je vais utiliser le mot clé quags avec les deux astérix avant, c'est très important. Et en fait, ce mot-clé quags, ça me permet de, en fait, tout ce que je passe là, de le passer sous la forme d'un dictionnaire. Et donc, en fait, c'est ça que je le dis, c'est là, il va itérer, donc il va me donner à chaque fois la clé et la valeur, et il va ensuite me retourner un dictionnaire. Donc, on peut le tester sans plus tarder. Ah ouais, il ne l'a pas défini. Je pensais que c'était défini, voilà. Donc, il m'a bien affiché le niveau 15, et donc, maintenant, à la place de mettre level 15 ici, je peux mettre en fait n'importe quoi, voilà, là je vais écrire n'importe quoi, il y a le 18, voilà, je peux même mettre égal comme ceci, et en fait, étant donné que je lui passe donc les mots-clés avec les objets, il va me renvoyer justement Pikachu. Qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être ce dictionnaire créé un peu de n'importe quoi. Donc c'est assez utile si vous voulez avoir des fonctions très modulaires, où en fait vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Donc je sais qu'il y a des développeurs qui aiment beaucoup faire ça, j'ai un ami qui aime beaucoup faire ça, personnellement moi j'aime pas trop, mais c'est selon vos goûts. Et donc en fait c'est totalement optionnel d'écrire quags, donc c'est plus par convention, et par exemple vous pouvez passer par rams ou n'importe quoi. L'essentiel en fait c'est de garder donc ces deux étoiles qui vous indiquent que vous êtes sous forme de quags. Astuce numéro 26, donc si vous avez des data frames, donc qu'est-ce que c'est que des data frames? Généralement ce sera CSV, etc. Dès que vous devez travailler avec un CSV ou une spreadsheet, utilisez Panda. Si vous n'utilisez pas Panda, ce sera très très dur. Donc là par exemple j'en ai pas défini, mais utilisez en fait Panda pour tout ce qui est CSV. Et donc l'astuce 27 qui est relatif à 26, define a filter mask, utilisez la fonction filtrer ou query quand possible. Donc ici, je vais définir un data frame tout simple. Vous voyez qu'il a une color et un level associé à chaque fois. Et en fait, là, je vais filtrer. C'est-à-dire que je vais prendre les valeurs où la couleur elle est jaune et le level est inférieur à 50. Et en fait, des fois, donc, quand vous avez beaucoup de filtres à faire, ça ne devient pas forcément lisible. C'est pour ça que ça peut être intéressant de ce qu'on appelle, ce sera chaîner en fait les queries, où là, en fait, c'est beaucoup plus lisible parce que je dis, tu me prends les valeurs dont la couleur est égale à jaune et dont le niveau est inférieur à 50. Et donc les deux en fait sont totalement équivalents. Donc c'est selon vous voulez, je trouve celle-là beaucoup plus lisible personnellement. Astuce numéro 28, très importante, ne faites pas de boucle sur vos data frames. Donc lorsque vous avez des data frames, ne faites jamais de boucle. Donc ça c'est à proscrire. Et à l'inverse, ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on appelle apply.
Donc apply, ça va permettre en fait d'appliquer la fonction ligne à ligne. Et en fait, pourquoi on l'utilise? Parce que ça va permettre de paralléliser. Alors que là, ça va juste faire une boucle, et donc c'est séquentiel. Donc ici, on va gagner énormément de temps, et c'est plus approprié au data frame. Donc ici, je définis une fonction lambda, où à chaque row, il va me retourner la row qui correspond au level x 5. Donc ici, par exemple, 20, ça va devenir 100, 30, 150, etc. Astuce numéro 29. Donc on revient aux listes, on quitte les data frames. Donc supposons que j'ai envie d'initialiser une liste de pommes et j'ai envie d'en faire 6. Donc je peux faire comme ceci, mais ça c'est pas la bonne méthode parce que en fait je sais pas trop le nombre, et puis en fait juste faire comme ceci c'est beaucoup plus rapide. Et donc ici j'ai bien dit je veux Apple une liste de 6 pommes, et donc je l'écris juste comme ceci. Astuce numéro 30, les prédicats multiples. Donc ça, c'est pas très compliqué non plus. Donc supposons qu'on est l'âge de la personne et on veut checker si l'âge de la personne est entre 18 et 30. Donc à la place de mettre le mot-clé end, vous pouvez directement l'écrire comme ceci. Astuce numéro 31. Donc là, c'est un petit peu plus subtil. Ça va être les boucles for avec une if-else condition. Donc en fait, ici, j'ai toujours ma liste non plus de Pokémon ou autre, mais de gens de Mario. Et j'ai envie de checker s'il y a X dans la liste, s'il y a Mario dans la liste. Donc là, il n'y est pas parce qu'il y a son cousin Wario. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que pour chaque élément de la liste, je vais checker s'il y a Mario. S'il y est, je lui mets if Mario. Et sinon, s'il n'a rien trouvé dans la liste, eh bien je vais dire à la fin else where is Mario, ou alors il n'y a pas Mario. Et donc comme vous pouvez le voir, ça va donc marcher. Vous remarquerez que if et else ici ne sont pas indentés de la même façon. Astuce numéro 32, utiliser try and catch. Donc ici, ça vous fera penser sûrement au JavaScript ou au Java où il y a beaucoup de try, exception, avoid. Donc en fait, c'est pas catch, c'est except. En fait, cela permet de tester donc différentes exceptions. Donc ici, je vais lui dire de print x not exist, qui est en fait une variable qui ne va pas exister. Et si, en fait, s'il va me renvoyer une erreur, il me print une exception occur. Donc voilà. Et en fait, vous voyez que mon code ne s'est pas arrêté, mais il a bien dit print an exception occur. Et en fait, cette condition, elle est très liée à ce qu'on va voir tout de suite, ce qui va être raise value. Donc à la place de mettre print, ce qui est bien, c'est de raise en fait une erreur. Et donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc par exemple, je lui dis que si le type de x ce n'est pas un entier, alors il raise ce type erreur. Et donc vous voyez qu'ici ça s'affiche en rouge, c'est normal parce qu'en fait on a dit que celle-ci c'est une type erreur. Numéro 34, ajoutez un readme.md à votre projet. Donc généralement quand vous allez avoir un projet assez grand, vous voulez avoir de la documentation, et en fait rien de mieux que d'écrire un readme en fait ici. Donc c'est un fichier assez particulier puisque c'est un markdown, c'est-à-dire qu'en faisant par exemple ceci, je vais dire que c'est le titre 1, donc faisant des underscores, je vais dire par exemple, je sais pas, c'est en italique, etc. Et donc vous pouvez écrire directement dessus. Donc, vous voyez sur la fenêtre de gauche, je vois ce qui se passe en plus. Et en fait, vous pouvez dire this is my project. Vous pouvez donner des instructions, donc pip install panda par exemple. Vous voyez, ça va s'afficher normalement en version code. Voilà. Et donc c'est très utile pour démarrer votre projet et indiquer aux autres gens comment utiliser votre projet, comment installer le package, etc. Numéro 35, use mark.parameterize. Donc là on revient au test, et en fait si vous vous souvenez du test de ma fonction convert Fahrenheit to Celsius, cette fois-ci en fait j'ai envie de la tester avec plusieurs valeurs. Donc pour ceci je vais la paramétriser mon test, c'est-à-dire que je vais rajouter en fait ce décorateur pytest.markParameterize, et je vais dire ce que j'ai envie de paramétriser. Donc j'ai envie de paramétriser d'une part la valeur d'entrée, c'est-à-dire la valeur de Fahrenheit, et de deuxième part la valeur de Celsius que je m'attends à recevoir. Donc ici à chaque fois, donc par exemple pour 80 je m'attends à recevoir 26.67, pour 50, 10, etc. Et donc ensuite, donc dans ma fonction test, je passe en entrée ces deux paramètres, et donc ici je vais appeler ma fonction convert Fahrenheit to Celsius avec ma valeur de Fahrenheit, et je m'attends en fait à ce que mon résultat ce soit les mêmes que ce que ma valeur qui est attendue, donc mon expected Celsius. Et en fait ça va vous permettre de créer des tests où en fait vous passez tous les différents paramètres que vous pouvez tester, et il va les effectuer automatiquement.
Numéro 36. Donc je vous ai souvent parlé des décorateurs. On va voir ce que c'est plus en détail maintenant. Donc en fait le décorateur, donc ça se rajoute souvent avant une fonction. C'est en fait ce arrobase nom de la fonction. Donc ici ma fonction elle s'appelle hello. Et en fait ça vous permet d'appeler avant votre fonction name par exemple une autre fonction. Donc là en l'occurrence je vais lui dire lorsque tu vas exécuter la fonction name, tu vas d'abord appeler la fonction hello. Et la fonction hello, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre par exemple la fonction name, et elle va juste rajouter hello avant, et ensuite elle va appeler cette fonction. Et donc on peut voir ça directement. Ici, j'appelle ma fonction Peter, donc normalement il va me renvoyer le name de Peter, mais avant, il va y avoir le décorateur hello qui va s'appliquer, et donc lorsque je vais faire ça, qu'est-ce qu'il me renvoie? Hello Peter, puisque d'abord il fait ce print là hello, et ensuite il fait ce print de ceci Peter. Donc c'est très utile, notamment si vous avez des petites fonctions que vous voulez exécuter avant, ou s'il y a des fonctions, donc par exemple le cache, ou PyTest Mark Parameterize, qui doivent s'exécuter avant une fonction particulière. Numéro 37, donc Define a Custom Type. Cette astuce, je l'aime pas trop parce qu'elle peut vite être dangereux. Donc en fait, ici, vous vous souvenez, je vous ai parlé du type int, donc avec par exemple les strings, les entiers, etc. Et donc en fait ici ce que vous pouvez c'est définir vous-même votre propre type. Donc ici en fait je vais créer un nouveau type que je vais appeler le nom et que je vais dire il est de type string. Et pareil je vais définir un nouveau type que je vais appeler level et je vais dire il est de type entier. Donc ici j'ai mon dictionnaire de personnages, donc Naruto, Sasuke, etc. Et je vais créer en fait une fonction qui me renvoie le niveau maximum de ces personnes. Donc là normalement il va me renvoyer 32 qui est Kakashi. Et donc j'ai bien, donc en entrée il va prendre mon dictionnaire. Donc mon dictionnaire, c'est avec mon dictionnaire, avec la clé, ce sera nom, il va associer le level, qui est de type int, et donc il va me renvoyer le level, donc le type qui est int. Donc ça vous permet en fait de préciser plus en détail, donc notamment le dictionnaire, ce que vous attend, etc. Mais ça peut être dangereux, parce que des fois on va dire, ah mais il renvoie level, donc il va renvoyer le nombre. Mais non, là ce n'est pas le nombre qui renvoie, c'est bien le type. Et en fait, vous dites que le type de level, eh bien, c'est un entier. Donc, vous savez que la valeur qu'il va envoyer, c'est de type level. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser, que ça peut vite devenir très très compliqué, parce qu'il faut faire attention et pas supposer que ça, c'est une variable. C'est un type. Et donc, normalement, le level max, bon là, il l'a pas défini, c'est normal. Le level max est bien 32. Qui est de type entier et donc qui est également de type level. Numéro 38, donc utiliser les pickles pour sauvegarder et charger des objets. Donc imaginons que j'ai un objet donc animal ici, que j'ai créé Babar de l'âge 18, et en fait j'ai envie de le sauvegarder pour la prochaine fois que je vais l'utiliser. Donc pour ça je peux utiliser la librairie en fait pickle, et en fait je peux choisir de le dump, c'est-à-dire de le sauvegarder localement dans un fichier pickle, et ensuite de le réouvrir avec la librairie load. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, l'objet va être sauvegardé. Et ici, dans un second temps, je vais le loader, c'est-à-dire le charger localement, dans une nouvelle variable qui s'appelle example pickled. Et donc, normalement, si ma sauvegarde et mon chargement s'est bien exécuté, je devrais avoir l'égalité entre l'objet exemple et celui que je viens de charger depuis mon pickle. Donc c'est très utile, notamment pour les tests, pour garder en mémoire les valeurs attendues des objets. Astuce numéro 39, donc return at beginning. Donc imaginez que vous avez en fait une fonction très très complexe et que si la variable est inférieure à, supérieure à 10, donc vous voulez faire plein de calculs avec plein de line et finalement retourner une valeur, et sinon vous renvoyez C. Et bien vous avez juste à l'inverser et à mettre donc le plus petit statement au début, et ensuite toutes les lignes, vous pouvez les mettre sur celle-ci. Ça vous permet en fait d'éviter d'ici d'avoir de trop gros briques indentées, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus lisible. Donc vous voyez, ici, c'est quand même plus lisible qu'ici, par exemple. Surtout si j'ai beaucoup de lignes ici. Astuce numéro 40. Donc celle-ci, très importante. On utilise zip, en fait, pour, par exemple, concaténer des lignes entre elles. Donc pas exactement concaténer, mais supposons que j'ai une liste de countries et j'ai une liste de capitales. Donc si j'ai envie de parcourir à la fois les countries et à la fois les capitales, je peux utiliser zip. Et donc, dans ce cas, je vais parcourir des deux variables simultanément et je peux afficher donc tout ça à la fois. Astuce numéro 41. Use magic mock to assert that function has been called.
Donc celle-ci, elle est un peu compliquée. Donc vous vous souvenez des tests dont je vous ai parlé, donc notamment dans les tests unitaires, vous avez un objet mock qui s'appelle Magic Mock. Donc qu'est-ce qu'un mock? Généralement, c'est un objet faux en fait, qu'on va supposer qu'il agit comme la fonction ou comme la classe. Donc dans le cas suivant, je vais définir ici une classe qui n'a rien à voir. Ici, c'est juste une classe de database. Et en fait, il y a une fonction, donc une fausse fonction qui s'appelle database call, qui va juste dire que la database a été appelée. Et ici, en fait, je vais utiliser donc la mémorisation, c'est ce qu'on a vu précédemment, qui va dire qu'à chaque fois que cette fonction va être appelée, en fait, je vais appeler également la database et je vais printer les paramètres. Donc si j'appelle toujours cette fonction avec les mêmes arguments, bah, la database ne sera jamais appelée, puisque c'est la mémorisation, et dans ce cas-là, il n'exécutera pas ce qui se passe à la fonction. Donc pour ce faire, avec ce magic mock, je vais en fait dire que le magic mock va s'appliquer à la fonction database call, et en fait ce que je vais faire c'est donc ensuite je vais définir une fonction de classe de cette classe ceci. Je vais appeler ma fonction exemple donc avec différents paramètres, je vais l'appeler 3 fois, mais comme il y a il y a un appel avec 2 fois les mêmes paramètres, finalement elle sera appelée que 2 fois. Et donc en utilisant la librairie magic mock, je peux vérifier que ma fonction, donc par exemple assert, elle a été appelée, ou elle a été appelée une seule fois, elle a eu plusieurs appels, elle a été appelée avec ce type de paramètres, etc. Et je peux également vérifier que ma fonction, elle a bien été appelée 2 fois. Donc voilà, donc vous pouvez très bien la tester ensuite et vérifier que tout marche bien. Astuce numéro 42, donc créer un ID easily. Donc la meilleure manière de créer des ID, donc c'est soit séquentiel, ou soit en fait vous pouvez utiliser la librairie UUID, je sais pas comment ça se prononce, mais en fait vous avez appuyé juste ceci, et paf, vous avez créé votre ID. Et donc votre ID, normalement, donc ce sera un string hexadécimal et encodé en fait. Astuce numéro 43, use MyPy for static type checking. Donc vous vous souvenez quand j'avais créé en fait toutes mes fonctions où je définissais les types à chaque fois. Et donc en fait MyPy, donc on l'installe en utilisant pip install MyPy, va vous permettre de vérifier que dans vos erreurs, dans vos fonctions, il ne va pas y avoir d'erreur. Par exemple, si vous appelez une fonction, vous voulez appeler avec un entier, mais qu'à la place vous avez écrit un string, eh bien MyPy il va en fait vous dire qu'ici il y a une erreur, et donc ça permet de vous la corriger avant d'exécuter votre code. Donc numéro 44, organiser la structure de son répertoire. Donc généralement en fait quand on a un package, on va la structurer d'une manière assez particulière. Donc par exemple on va écrire les tests dans un package à part. Donc ici ce sera les source files, etc. Et en fait il y a plusieurs guidelines, donc je vous invite à les suivre. Où par exemple vous mettrez les helpers, les init, etc. dans certains fichiers, dans certains folders. Et comme ça vous permet en fait de garder une certaine cohérence à chaque fois que vous travaillez sur un package. Et surtout de ne pas complexifier en fait votre package en mettant tous les files un peu n'importe comment. Astuce numéro 45, use le décorateur data class si vous utilisez peu de méthodes. Donc imaginons que j'ai ma classe objet personne par exemple ici, qui a juste un name, un gender, un age, et en fait cette classe j'ai pas envie de lui appliquer des méthodes, etc. Donc pour cela je peux très bien simplifier l'écriture, et à la place d'écrire la fonction init, je vais mettre le décorateur ici, donc qui va être équivalent à faire le init, et en fait de cette manière elle est bien plus simplifiée. Astuce numéro 46, donc on touche à la fin, c'est bientôt terminé, vous inquiétez pas. My random list. Donc supposons que vous avez une liste ici, donc de nombres, et en fait supposons que si le nombre il est supérieur à 50, alors je vais faire ces informations suivantes. Je vais effectuer d'autres instructions. Mais s'il est inférieur, je ne vais rien faire du tout. Donc je peux très bien le faire comme ceci, en disant if x inférieur à 50, donc fait d'autres choses. Ou alors, plus lisible dans certains cas, ce que je peux dire c'est que si x est inférieur à 50, alors je vais utiliser la fonction continue. Continue, ça veut juste dire que il ne va pas exécuter ce qui y a après le bloc continu, mais il va juste en fait reboucler et va passer à l'élément suivant. Donc là, par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer en fait jusqu'à 56, donc 56, et à 56, il va passer donc ici, et il va prendre le résultat 56, et il va le multiplier par 50 par exemple, ou faire d'autres instructions. Astuce numéro 47, donc cette astuce elle est très très basique, mais je pense qu'il faut la savoir. Donc supposons que vous avez une variable booléenne, isLockerOpen,
donc qui indique si le locker est ouvert ou non, donc true ou false. Et donc à la place de mettre if isLocker open égale à true, ce que vous faites, c'est juste vous mettez if isLocker open. C'est-à-dire qu'en fait ça c'est redondant, et même là vous voyez qu'il y a bien une erreur que mon IDE me dit vous pouvez la remplacer with isLocker. Et voilà. Astuce numéro 48, donc utiliser les f-strings can help sometimes. Donc personnellement je ne les utilise pas, donc les f-strings en fait qu'est-ce que c'est? Ça consiste à rajouter un f au début de votre string, et une fois que c'est fait en fait vous pouvez insérer des variables donc directement dans le string. Donc personnellement je n'aime pas cette pratique, ni celle-ci, puisque moi pour ma part j'utilise en fait le format. Donc format ça consiste à faire ceci, mais juste à la fin du string de le rajouter ceci, et en fait je trouve ça beaucoup plus clair. Mais vous savez, donc les goûts et les couleurs ça se discute pas, et donc je mets cette astuce dans le cas où vous serez à même de rencontrer des f-strings de cette manière. Et enfin pour la fin, donc Python Easter egg, donc il y a 2 Easter eggs dans Python, en fait il y en a sûrement plus, mais là j'en ai juste 2. Donc si vous mettez import 10, vous allez avoir ce petit poème, donc vous voyez en fait qui vous décrit un peu par exemple l'essentiel de Python, the zen of Python. Et en fait l'idée c'est d'être vraiment donc beautiful is better than ugly, simple is better than complex. Et en fait c'est un peu la philosophie qui est derrière dans le Python, donc il faut toujours en fait essayer de le simplifier, readability count, donc essayer d'être readable, etc. Et enfin un deuxième easter egg, donc c'est lorsque vous allez faire import anti-gravity. Donc en fait si vous checkez maintenant dans votre navigateur, normalement ça a dû vous ouvrir un petit comic, voilà, et donc en fait vous voyez vous avez vraiment un petit comic, et en fait vous pouvez aller vérifier random, et donc c'est toujours à propos du programming ou des choses comme ça. Et enfin pour terminer, donc la 50e astuce, ici donc je vais vous demander quelle est laquelle. Donc je vous invite justement à la mettre dans les commentaires, à partager, etc. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un package en Python, ça peut être un test, ça peut être une convention de naming, un truc particulier, etc. Donc pourquoi je vous demande de faire ça? Tout simplement comme ça moi je peux apprendre et connaître cette nouvelle astuce. Et puis surtout il faut savoir que la plupart des astuces en fait ici je les ai connues donc, grâce à des amis, grâce à des collègues ou alors sur internet. Et donc c'est toujours comme ça que je les connais. Donc je vous invite à en écrire, peut-être j'en ai oublié, etc. J'en ai sûrement oublié en fait, mais voilà, n'hésitez pas à en mettre. Donc je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Vous pouvez également checker une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui est 10 astuces de niveau plus avancé, où je parle un peu par exemple du multiprocessing, la récursivité ou la compilation du code Python en code machine. Et autrement, comme vous pouvez encore checker ma chaîne et voir mes autres vidéos. Donc je vais mettre le lien vers le GitHub où j'ai écrit tout ceci. Je vais également vous mettre un article vers un lien Medium, où en fait j'ai mis le code Python directement, donc je l'explique à chaque fois, si vous pouvez par exemple le copier-coller ou le réutiliser. Et autrement, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup.